Mesdames et messieurs, bonjour. C'est un grand plaisir de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour bien sûr aborder la troisième leçon des ondes relative aux étudiants et aux élèves du deuxième année baccalauréat, la propagation d'une onde lumineuse. Comme vous savez, le prisme Bell vous adopte une forme pyramidale de 15 centimètres de long pour facilement obtenir des effets d'arc-en-ciel et des reflets dans vos images. Comment peut-on alors expliquer le phénomène de diffraction et de dispersion de la lumière? Commençons par la première partie de ce cours, qui est bien entendu la diffraction de la lumière. Dans la première activité expérimentale, on dirige un laser rouge à partir d'une source vers un écran, comme il est illustré sur la figure 1. On observe sur l'écran une tache ponctuelle rouge. On interpose devant le faisceau laser successivement, tout d'abord une fente verticale très étroite percée dans une plaque opaque, donc, comme il est indiqué sur la figure 2, un petit trou percé dans une plaque opaque, toujours, comme il est indiqué également sur la figure 3. Et enfin, un film rectiligne vertical très fin, donc, comme vous le voyez sur la figure 4. Nous observons respectivement sur les figures A et C de diffraction, ou bien les diffractogrammes de la fente verticale et du fil également vertical. Donc, la tâche donc s'étale horizontalement, c'est-à-dire perpendiculairement aux directions de la fente et le fil. Et sur la figure B de diffraction du trou, on observe un disque entouré d'anneaux, c'est-à-dire de plusieurs taches qui sont observées séparées par des zones sombres ou bien des zones d'obscurité. Alors, que remarquez-vous sur l'écran lorsque la largeur de la fente devient grande? Donc, on remarque seulement une tache lumineuse. Que peut-on observer sur l'écran lorsque la largeur de la fente devient petite? On observe plusieurs taches avec des éclairements maximaux séparés par des taches sombres. Est-ce que la direction de propagation de la lumière a-t-elle changé dans les quatre cas? Alors, dans le premier cas, sur la figure 1, la direction de la propagation des rayons lumineux ne change pas, bien évidemment. Mais dans les trois cas, c'est-à-dire les figures 2, 3 et 4, la direction de la propagation des rayons lumineux change. Est-ce qu'avez-vous déjà rencontré comme ce phénomène dans le cas des ondes lumineuses? C'est-à-dire, est-ce que vous avez déjà donc mis en évidence un phénomène pareil ou bien un phénomène analogue pour les ondes lumineuses? Et quel est le nom de ce phénomène? Oui, absolument. Donc, c'est un phénomène qui est similaire donc, à celui observé pour les ondes lumineuses, ainsi que la diffraction des ondes mécaniques ou bien des ondes capillaires à la surface de l'eau. Et ce phénomène s'appelle bien entendu la diffraction. Que peut-on conclure à propos de la nature de la lumière? Par comparaison avec les ondes mécaniques, on peut dire que la lumière possède un aspect ondulatoire, c'est-à-dire la lumière se comporte comme des ondes. Étudions maintenant avec plus d'ampleur et plus de détails le concept de diffraction de la lumière. Dans le vide ou dans un milieu matériel, la lumière se propage à partir de la source en ligne droite. Lorsqu'on éclaire une fente de petite largeur A, on observe sur l'écran des taches lumineuses, c'est-à-dire des franges brillantes, et d'autres sombres ou bien des franges foncées, où la fente se comporte comme une source lumineuse. Et ce phénomène est appelé la diffraction.
comme il est indiqué bien sûr sur la figure 6 ainsi que la figure 5. Alors maintenant, essayons donc d'édifier un modèle ondulatoire de la lumière, sachant que les études sur la diffraction de la lumière a été bien sûr faite pour la première fois donc par le physicien français Augustin Fresnel. Si on se limite à la propagation rectiligne de la lumière, on ne peut pas, bien entendu, expliquer l'arrivée de la lumière à des endroits situés au-delà de l'obstacle. Et par analogie avec les ondes mécaniques, on considère que la lumière est une onde, bien entendu, électromagnétique transversale, qui possède une double périodicité, comme il est indiqué sur la figure. Donc c'est la propagation simultanée d'un champ électrique et d'un champ magnétique perpendiculaire entre eux et perpendiculaire par rapport à la direction de propagation. Et c'est la raison pour laquelle donc, on qualifie la lumière comme une onde transversale. Pour la périodicité, on a une périodicité temporelle caractérisée par la période T ou la fréquence nu, qui est égale à l'inverse de la période, et elles ne dépendent pas de la nature du milieu de propagation, comme il est illustré sur la figure. Également, la lumière ou bien les ondes possèdent une périodicité spatiale qui est caractérisée par la longueur d'onde lambda et elle dépend de la nature du milieu de propagation. Expérimentalement, donc, on obtient la diffraction de la lumière par une fente de largeur A, lorsque la largeur est située dans un intervalle entre 10 fois la longueur d'onde et 100 fois la longueur d'onde. Élucidons maintenant les différentes propriétés de l'onde lumineuse. Commençons bien entendu par le modèle ondulatoire de la lumière. On appelle une lumière monochromatique chaque lumière qui ne disperse pas après avoir traversé un prisme. C'est une onde progressive sinusoïdale caractérisée par la fréquence et la célérité ou bien la vitesse de propagation. Également, la dispersion de la lumière par un prisme montre que la lumière blanche est composée de plusieurs couleurs. On dit dans ce cas que la lumière blanche est une lumière polychromatique, comme il est indiqué sur la figure 9. Pour la figure 7 et 8, donc il indique le spectre électromagnétique, les différentes régions du spectre électromagnétique, notamment les rayons gamma, les rayons X, les ultraviolets, la lumière visible, l'infrarouge lointain, les micro-ondes et les ondes radioélectriques. Pour la figure 8, donc, il illustre l'une des applications donc, les plus spectaculaires des ondes électromagnétiques, qui est la transmission des rayons X, qui est la base, bien sûr, de la radiographie médicale. Exprimons maintenant la célérité ou bien la vitesse de propagation d'une onde lumineuse. On appelle la célérité ou bien la vitesse de propagation de l'onde lumineuse dans un milieu matériel la grandeur V égale lambda sur T, où V représente bien sûr la vitesse de propagation en mètres par seconde, lambda la longueur d'onde en mètres, T la période en secondes, et nu bien évidemment la fréquence d'onde en Hertz. Dans le vide, on note la vitesse de la lumière par C. Ça vient du nom célérité. Et son expression égale lambda 0 sur T,
ou bien lambda 0 fois nu. Toujours t représente la période et nu la fréquence. La vitesse de la lumière donc se propage avec une vitesse qui est égale à peu près 3 fois 10 à la puissance 8 mètres par seconde et qui se donc considère comme une vitesse bien sûr limite. On voit sur la figure 10 donc le spectre visible. Il est situé toujours entre 350 et 750 nanomètres. Et la longueur d'onde, bien entendu, des différentes couleurs du spectre visible, notamment le violet, le bleu, le vert, le jaune, l'orange et ainsi que le rouge. Donc le spectre est situé plus précisément entre 350 et 750 nanomètres ou bien entre 400 et 800 nanomètres, sachant qu'un nanomètre vaut 10 à la puissance moins 9 mètres. Passons maintenant à l'étude de la diffraction d'une onde lumineuse monochromatique et étudions l'influence, bien sûr, de la largeur de la fente ainsi que la longueur d'onde. Donc, comme on a donc mentionné auparavant, la diffraction de la lumière monochromatique par une fente dépend de deux facteurs. Le premier est la largeur de la fente A. Pour mettre en évidence donc son effet sur la diffraction, on interpose euh, entre l'écran et la source une autre plaque percée d'une fine fente verticale d'ouverture différente. On remarque que la largeur de la tache centrale augmente lorsque la largeur de la fente diminue. Pour bien sûr l'étude de l'effet de la longueur d'onde sur la diffraction bien sûr de la lumière, on remplace le laser jaune de longueur d'onde qui vaut 580 nanomètres par un laser bleu de longueur d'onde valant 450 nanomètres. On remarque que la largeur de la tache centrale augmente bien entendu avec la longueur de l'onde lumineuse, comme il est indiqué sur la figure 12. Alors, étudions maintenant l'écart angulaire de diffraction. L'écart angulaire de diffraction, θ, est le demi-angle qui délimite le centre de la tache centrale jusqu'au centre de la première tache sombre. Son expression est la suivante, donc θ égale lambda sur A. L'écart angulaire est mesuré bien sûr ou bien exprimé en radians dans le système international d'unités, la longueur d'onde donc en mètres et la largeur de la fente également en mètres. Maintenant, établissons la relation donc entre la longueur d'onde, lambda, la largeur de la fente A, ainsi que la largeur de la tache centrale L, et la distance entre la fente et l'écran d'observation D. Le schéma de la figure 13 donc, montre que la tangente, bien sûr, de l'angle θ, qui est l'écart angulaire, égale L sur 2 sur D, c'est-à-dire égale la moitié de la largeur de la tache centrale divisée par la distance entre la fente et l'écran. Ou bien on peut écrire tangente de θ égale L sur D. En pratique, le rapport entre la largeur de la tache centrale et la distance écran-fente est très petit. D'où on peut écrire donc la tangente de θ égale à peu près θ, c'est-à-dire θ est très inférieur par rapport à pi sur 2. Et puisque θ égale lambda sur A, donc lambda sur A égale L sur D, sur 2D plutôt.
d'où la longueur d'onde égale A fois L sur 2D, ou bien on peut écrire A égale 2 lambda fois D sur L. Donc ce sont les relations entre la longueur d'onde et la largeur de la fente, ainsi que, bien sûr, la largeur de la tache centrale observée dans le diagramme de diffraction et la distance fente-écran. Donc, la diffraction de la lumière est un phénomène très important, donc il permet donc, de déterminer la taille, bien sûr, des objets microscopiques, aussi donc la diffraction des rayonnements de longueur d'onde beaucoup plus courte, notamment les rayons X, et utilisés donc dans de larges applications comme la diffraction des rayons X pour l'étude de la structure, bien sûr, des molécules et des cristaux, en chimie, en biologie, en sciences des matériaux et ainsi de suite. Aussi, la diffraction de la lumière donc, est la base de la microscopie optique, utilisée donc largement en biologie et en sciences des matériaux. Passons maintenant donc au deuxième phénomène illustrant l'aspect ondulatoire de la lumière, donc c'est la dispersion des ondes lumineuses. Commençons tout d'abord par étudier l'indice de réfraction d'un milieu transparent. Donc, cette grandeur est définie et donc pour une longueur d'onde donnée par le rapport de la célérité de la lumière dans le vide, C, ainsi que la vitesse de propagation de la lumière dans ce milieu. Ou bien on écrit N égale C sur V. Donc, le tableau de la figure 14 montre quelques valeurs, bien sûr, de l'indice de réfraction de quelques substances, parce que donc l'indice de réfraction dépend étroitement, bien sûr, de la nature du milieu. Donc, cette grandeur donc, est un nombre sans dimension, car il s'agit donc d'un rapport de deux vitesses, et il est toujours supérieur à 1, car la vitesse de la lumière ou bien la célérité de propagation de la lumière dans le vide est toujours supérieure ou égale à la vitesse de propagation de la lumière dans un milieu matériel. Pour un milieu transparent, la longueur d'onde, bien sûr, influence l'indice de réfraction. On a alors n égale c sur v, donc n égale lambda 0 fois nu sur lambda fois nu, d'où égale donc lambda 0 sur lambda, ou bien lambda égale lambda 0 sur n. Voyons maintenant dans le tableau 15 la dépendance de l'indice de réfraction vis-à-vis de la longueur d'onde, comme il est indiqué donc pour les différentes couleurs de la lumière, violet, bleu, jaune, orange et rouge. Passons maintenant donc à la mise en évidence expérimentale de la dispersion de la lumière par un milieu bien sûr dispersif qui est le prisme. Donc le prisme est un milieu transparent et homogène, limité par deux plans inclinés définis entre eux, donc un angle A qui s'appelle l'angle du prisme, donc, comme il est illustré bien entendu sur la figure 16. Lorsqu'on envoie un faisceau de lumière blanche sur une face d'un prisme, on observe sur l'écran la formation des taches colorées qui s'appelle donc le spectre de la lumière blanche. Ce phénomène donc qui permet la séparation des rayonnements de différentes couleurs s'appelle la dispersion de la lumière. Le phénomène de dispersion de la lumière donc par prisme montre alors que la lumière blanche est composée de plusieurs couleurs du prisme de la lumière visible, du spectre plutôt de la lumière visible. Donc, on peut bien sûr se rappeler donc de la fameuse expérience de disque de Newton, donc, qui a été donc mise en place par le grand physicien anglais Isaac Newton.
Le phénomène de dispersion, bien sûr, euh, donc il montre que la lumière est composée de plusieurs couleurs du spectre de la lumière visible. La lumière blanche est polychromatique, comme il est indiqué sur la figure 17. Expérimentalement, on constate que les radiations violettes sont plus déviées par le prisme que les radiations rouges. D'où le vert du prisme est un milieu dispersif de la lumière. Étudions maintenant mathématiquement le phénomène de dispersion par le prisme. Et essayons bien sûr de montrer donc quel est l'effet de la couleur de la lumière sur l'indice de réfraction. Alors, géométriquement, sur la figure 18, l'angle D entre la direction du faisceau incident IH et la direction du faisceau incident HK est appelé l'angle de déviation. I représente l'angle d'incidence sur la première face. R est l'angle de réfraction du rayon incident au point I. R' représente également l'angle d'incidence au point K et N l'indice de réfraction de prisme. Alors, la réfraction, donc, c'est le changement de la vitesse de la lumière lors de son passage d'un milieu à un autre ou bien du vide à un milieu matériel. Les relations caractéristiques du prisme donc, sont tout d'abord la loi de réfraction de Descartes en point A qui relie l'angle d'incidence et l'angle de réfraction. Donc, les sinus de ces deux angles est relié par l'indice de réfraction, ou bien on peut dire donc le sinus de I égale N fois le sinus de R. Donc, c'est la loi de Snell-Descartes. Aussi, donc, la loi de réfraction au point, bien sûr, K. N égale N fois le sinus de R' égale sinus de I'. Pour le triangle ILK, on a donc A plus pi sur 2 moins R plus pi sur 2 moins R' égale pi. Et donc, un théorème donc, ou bien très connu de la géométrie euclidienne donc, qui indique que la somme des trois angles du triangle vaut bien sûr pi ou bien 180 degrés. C'est-à-dire l'angle de déviation A moins R plus R' plus pi égale pi, d'où A égale R plus R'. Donc c'est l'angle, bien sûr, du prisme. D'autre part, I égale bêta plus R' et I également égale alpha plus R. Et D égale alpha plus bêta. D'où l'angle de déviation égale donc I moins R plus I' moins R' égale alors I plus I' moins R plus R'. Donc, l'angle de déviation est relié à l'angle du prisme par les angles d'incidence, bien sûr, de la lumière sur la première et la deuxième, bien sûr, face du prisme. Ou bien D égale I plus I' moins A. Donnons maintenant une signification physique ou bien une explication à ce phénomène de diffraction. Le faisceau lumineux incident au prisme est cylindrique, c'est-à-dire les rayons sont parallèles entre eux. Alors, toutes les lumières monochromatiques formant la lumière blanche ont le même angle d'incidence I, c'est-à-dire IV égale IR pour la lumière verte et la lumière rouge. Par exemple, ou bien violet. Par exemple, pour les rayons rouges et violets, on a l'indice de réfraction pour le violet est supérieur ou bien est strictement supérieur par rapport à celui de la lumière rouge. Du fait que la longueur d'onde pour la lumière violette est strictement inférieure par rapport à celle de la
lumière rouge. En appliquant les relations du prisme, donc on écrit sinus de I égale N fois sinus de R, A égale R plus R prime, donc c'est une constante, N fois le sinus de R prime égale sinus de I prime, et D égale I plus I prime moins 1. Ce qui implique donc que l'angle de réfraction pour le violet est strictement inférieur par rapport à celle de la lumière rouge. L'angle de réfraction bien sûr, la première face, la deuxième face plutôt, de la lumière est supérieure par rapport à celle de la lumière violette par rapport à celle de la lumière rouge. L'angle d'incidence, bien sûr, sur la deuxième face du prisme pour la lumière violette est strictement supérieur par rapport à celle de la lumière rouge. Et donc la déviation, ou bien l'angle de déviation pour la lumière violette est strictement supérieure par rapport à celle de la lumière rouge. Ainsi, les deux réfractions successives lors de la traversée du prisme montrent que l'indice de réfraction du verre est différent pour ces deux radiations colorées. On a donc par ordre décroissant de l'angle de déviation qui correspond bien sûr à un ordre croissant de la longueur d'onde selon les couleurs, le violet, le bleu, le vert, le jaune, l'orange et finalement le rouge. Élucidant maintenant le phénomène de dispersion dans la nature. Donc, par temps de pluie, donc on voit la formation d'un arc en ciel, qui est dû bien entendu à la décomposition de la lumière blanche du soleil par des gouttes d'eau présentes dans l'atmosphère qui jouent le rôle du milieu dispersif. Donc, le phénomène de l'arc-en-ciel est une conséquence physique de la dispersion de la lumière. Tous les milieux, bien sûr, sauf le vide, sont plus ou moins dispersifs. L'air est très peu dispersif pour les ondes lumineuses. De plus, comme son indice est voisin de 1, il se comporte optiquement comme le vide. Aussi, la dispersion de la lumière ainsi que la diffusion de la lumière peut bien entendu expliquer la couleur bleue du ciel. Merci pour votre attention. J'espère bien que cette leçon soit intéressante et soit instructive pour vous. Attendez-nous pour une nouvelle vidéo et n'oubliez pas, bien entendu, d'activer la cloche de notification et de vous abonner sur notre chaîne afin que vous puissiez donc recevoir toutes nos nouveautés. À bientôt et attendez-nous. Bonne journée et merci pour votre attention.